Baptême et remise d'épaulettes ce matin aux élèves des promotions 2010-2012 de la police nationale. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a assisté à la cérémonie. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide américaine à la Côte d'Ivoire pour soutenir la démocratie et la réconciliation nationale. Et pour terminer, cet atelier de renforcement des capacités du corps préfectoral ivoirien sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Bonsoir et bienvenue à cette dernière heure d'information. On l'évoquait déjà aujourd'hui dans nos précédentes éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, était ce matin à l'École nationale de police. Le chef de l'État ivoirien a assisté à la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes aux promotions 2010-2012 des élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police. Les temps forts de la cérémonie avec Viviane Aïma. Cette cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à la 41e promotion d'élèves commissaires, officiers et sous-officiers de l'École nationale de police revêtait un triple symbole. En effet, cette 41e promotion d'élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police constitue la première cuvée d'éléments de la police nationale formés dans cette école depuis l'avènement des nouvelles autorités ivoiriennes. Le deuxième symbole émane du choix de la marraine voulue par ces élèves policiers sortants, à savoir la grande chancelière de l'ordre national, Madame Henriette Dagré Diabaté, femme de grande qualité intellectuelle et morale, dira d'elle le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Le troisième symbole vient de la présence du président de la République à cette cérémonie. C'est la première fois depuis son avènement au pouvoir que le président de la République, Alassane Ouattara, se rend à l'École nationale de police. Il était accompagné de son épouse. Le ministre Ahmed Bakayoko soulignera cette fois que la présence du président de la République marque un nouveau départ pour l'École nationale de police. Nouveau départ donc pour l'École nationale de police. Son tout nouveau cru 2010-2012 est constitué de 1864 élèves policiers, dont 54 élèves commissaires de police, au nombre desquels 3 femmes et 51 hommes. Et 351 élèves officiers de police, au nombre desquels 37 femmes et 324 hommes. Et 1458 élèves sous-officiers de police, dont 223 femmes et 1235 hommes. La formation reçue, dont un volet théorique et un volet pratique, a été une formation de qualité, en totale rupture avec la pratique du passé, a déclaré le directeur de la formation, le contrôleur général de police, Yao Brou Alain. La promotion des élèves commissaires et celle des élèves officiers de police sortants ont toutes deux choisi comme nom de baptême de s'appeler dignité, loyauté et rigueur. Leurs majors de promotion ont tous les deux reçu leurs épaulettes des mains du président de la République. La promotion sortante des élèves sous-officiers de police a, elle, choisi de s'appeler Renaissance. Le major de cette promotion a reçu ses épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Si l'École nationale de police marque un nouveau départ, c'est aussi toute la police dans son ensemble qui veut désormais s'inscrire dans la dynamique de changement, a déclaré le directeur général de la police nationale, qui a fait valoir l'adoption d'une charte d'accueil et d'assistance aux victimes que tous les policiers doivent désormais respecter. La police nationale a décidé de rompre avec les mauvaises habitudes qui ternissent son image et de se mettre résolument au service de la population, marquant ainsi un nouveau départ. L'ensemble des policiers, commissaires, officiers et sous-officiers de police s'est doté d'une charte d'accueil du public et assistance aux victimes.
composée de 8 articles. Cette charte, notre charte, sera affichée dans tous les services de police. Cette charte en 8 articles a été lue au grand public, puis un exemplaire a été remis au président de la République. Ce vent de changement qui souffle sur la police nationale est inspiré par le président de la République Alassane Ouattara. À la tête du ministère de l'Intérieur depuis un peu plus d'1 an, le ministre d'État Ahmed Bakayoko travaille à traduire en actes cette volonté du chef de l'État. Ainsi, le changement au sein de la police nationale se traduit déjà par le changement d'uniforme, l'adoption d'une charte d'assistance aux victimes, mais d'autres paris restent encore à être gagnés. Votre première priorité sera de stopper le racket, de lutter contre la délinquance routière et la criminalité afin de réconcilier les Ivoiriens avec leur police. J'attends de vous que vous ayez constamment le souci des victimes. Ceux qui ont souffert de la délinquance ne doivent pas en plus souffrir d'un manque de considération de votre part. N'oubliez pas que vous êtes d'abord les protecteurs des victimes. Le chef de l'État et le gouvernement sont attentifs aux difficultés inhérentes à votre profession. Ils ne ménageront aucun effort pour améliorer vos conditions de vie. Mais donnez-moi les arguments de plaider votre cause auprès du président de la République. Ce changement voulu par le président de la République au sein de la police nationale est aussi accompagné de moyens conséquents. L'état des lieux de la police nationale en avril 2011 présentait une situation de chaos généralisé. Cette situation a eu pour conséquence la démobilisation totale du personnel de police. La réorganisation et le renforcement de la police ont donc été notre premier chantier, car la sécurité est la porte d'entrée de tout le processus de normalisation. À travers le programme présidentiel d'urgence, le gouvernement ivoirien, sur financement propre, a permis la réhabilitation et le rééquipement des services de police. La réhabilitation complète de 70 services de police à Abidjan et à l'intérieur du pays. La réhabilitation et le rééquipement du siège d'Interpol afin de ne pas perdre le bureau régional installé à Abidjan. La réhabilitation du siège de la police technique et scientifique à Vridi. Le rééquipement en matériel de bureau, en matériel informatique et en matériel de transmission de tous les services réhabilités. Plus de 300 véhicules automobiles, 25 motos d'escorte et plusieurs mobylettes ont été acquis. Ces véhicules ont permis d'accroître la mobilité et d'améliorer la capacité opérationnelle des unités. En plus, Monsieur le Président, vous avez marqué votre accord pour un programme d'investissement, de renforcement et de modernisation des services de sécurité pour un montant de plus de 100 milliards sur les 3 années à venir. Dans cette veine, le président de la République, lors de sa visite ce vendredi à l'École nationale de police, a offert 1000 ordinateurs à l'ensemble des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dont la police nationale. Le président de la République a également offert la somme de 15 millions de francs aux promotions sortantes. Dernière à intervenir, la marraine des 3 promotions sortantes de l'École nationale de police, la grande chancelière de l'Ordre national, Madame Henriette Dagri-Diabaté. Elle a fait plusieurs recommandations à ses filles. Les armes dont vous avez la garde sont là pour nous protéger tous et pour défendre la patrie et non pour intimider l'innocent ou pire, perpétrer des actes répréhensibles. Sinon, vous mettez hors la loi. Chaque fois qu'un policier, un seul, agit de la sorte, c'est l'ensemble des uniformes de votre promotion et de votre profession qui se trouvent éclaboussés. De grâce, refusez certaines pratiques indignes de votre profession. Ne dites pas, par exemple, aux automobilistes:
C'est pour vous qu'on est ici. Et on a chaud. Le vieux, tu dis quoi? Ou bien encore, ouais, la vieille, tu dis quoi même? Alors, la vieille mère vous dit haut et fort, quittez dans ça. Oui, chef fiel, quittez dans ça. Le président de la République a signé le livre d'or de l'École nationale de police, une démonstration des forces spéciales de police et un défilé sur la musique de la police nationale a mis fin à la cérémonie. Ce sont donc plus de 1000 élèves, commissaires, officiers et sous-officiers qui ont fait leur entrée aujourd'hui dans la famille de la police nationale. Tout de suite, quelques réactions de participants à la cérémonie au micro de Abou Sanogo. Je suis heureux, très heureux ce matin parce que le président de la République lui-même a tenu à se déplacer, à venir poser nos épaulettes. Ce n'est qu'un sentiment de joie. Et c'est un signal, c'est un signe fort pour dire que le président de la République tient à la sécurité des Ivoiriens. Et de nouveaux policiers, nous allons les carner. Et la charte a été donnée et on a promis de le respecter. Ce que je retiens, c'est le ferme engagement des policiers, commissaires, officiers, sous-officiers, derrière leur ministre d'État, à faire en sorte que la police puisse rétablir cet état de confiance entre la police et la population, la police au service de l'État, au service des populations, au service des institutions de la République et du président de la République. Eh bien, c'est tout ce que nous espérons, c'est tout ce que nous souhaitons. J'attends qu'ils aient un comportement digne dans la rue, qu'ils assument leurs fonctions avec responsabilité, avec fierté et dignité. Parce que la police nationale, c'est l'espoir pour la sécurité de la population ivoirienne, c'est l'espoir pour le peuple lorsqu'il se sent en danger. On espère qu'avec la charte qu'ils se sont donnée, surtout l'article 4 de cette charte, on pourra avoir vraiment une police avec un nouveau visage, digne, respecté, respectable. C'est ce que nous attendons. Nos encouragements aux élèves qui sont désormais des éléments de la police nationale, félicitations à eux. Ils ont pris des engagements devant la nation qu'ils vont respecter eux-mêmes. La cérémonie en elle-même était très belle, mais au-delà de la beauté de la cérémonie en tant que telle, c'est le sens qui a été donné à cette cérémonie. Un sens d'un nouveau départ, d'une renaissance, avec ce nouvel esprit d'une police qui est vraiment au service du peuple ivoirien et qui doit par-dessus tout se rappeler que l'uniforme et le drapeau sont les grandes raisons pour lesquelles ils sont au service du peuple. Honneur a été rendu à la police et la police en retour s'est engagée à être à la hauteur de l'honneur que le chef de l'État et son épouse, le Premier ministre, lui ont rendu en venant sur site pour communier avec la police nationale. Les audiences du Premier ministre ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu hier une délégation du Conseil égyptien d'exportation agroalimentaire. Le chef du gouvernement ivoirien a également reçu le directeur Afrique du groupe Thales. Leurs échanges vont permettre d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement. Le point avec Jean-Jacques Kwame Alain. La délégation du Conseil égyptien d'exportation nationale des produits agricoles alimentaires est venue informer le Premier ministre Jeannot Ahoussou de la réouverture de la liaison aérienne Côte d'Ivoire-Égypte. La ligne aérienne entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte sera effective par l'arrivée des Égyptiens dans les 3 prochains mois. Le Conseil égyptien d'exportation nationale des produits agricoles a également profité de son séjour en Côte d'Ivoire pour nouer des contacts avec les opérateurs économiques du monde agricole. La seconde audience du Premier ministre Jeannot Ahoussou a été accordée au directeur Afrique du groupe Thales. Ce groupe est présent en Côte d'Ivoire dans l'équipement télévision, radio et la confection de la carte nationale d'identité. Ce groupe se dit intéressé par la sécurité maritime. Le groupe Thales est un groupe qui est présent dans le domaine de la sécurité et le domaine civil, et donc nous avons un certain nombre de projets dans ces domaines, notamment pour ce qui touche à la protection de la frontière maritime de la Côte d'Ivoire.
Deux communiqués de l'Assemblée nationale dans cette édition. Le premier, le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, convoque la première vice-présidente, les vice-présidents, les présidents des groupes parlementaires ou leurs représentants, les présidents des commissions permanentes à la réunion de la conférence des présidents qui aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 17 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À l'ordre du jour, la préparation de la deuxième session ordinaire 2012. Le second communiqué, le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, convoque les députés à la séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2012 qui va se tenir le mercredi 3 octobre 2012 à 9 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. À l'ordre du jour, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2012. Les députés sont donc priés de prendre toutes les dispositions utiles pour être à l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro le mardi 2 octobre 2012 à partir de 15 h. La Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique consolident leurs relations économiques à New York. Les deux pays viennent de mettre en place une nouvelle organisation d'affaires. Il s'agit donc de raffermir les relations bilatérales et cela sous le leadership de l'APEXI. On en parle avec Alvor Assakwame. Cette nouvelle organisation d'affaires dénommée United States Côte d'Ivoire Business Council entend contribuer au raffermissement des relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Elle est aussi une plateforme de dialogue, de plaidoyer et de facilitation d'affaires. À la cérémonie de lancement de cette nouvelle structure, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara, avait à ses côtés des membres du gouvernement et des représentants de la diplomatie ivoirienne aux États-Unis d'Amérique. La représentante du secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Johnny Carlson, a dit sa satisfaction pour la mise en place de cette structure qui va consolider les relations économiques entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, au nom du président de la République Alassane Ouattara, a soutenu que le rapprochement entre les secteurs privés ivoiriens et américains devra permettre à la Côte d'Ivoire d'accélérer son développement pour être un pays émergent à l'horizon 2020 avec un secteur privé impressionnant. Juste après le lancement de la structure, il s'est élu son premier conseil d'administration. Chaque parti a son président et la section ivoirienne est présidée par M. Guim Beng, directeur général de l'APEXI. Lors de ce premier conseil d'administration, il y a eu déjà la signature d'une convention entre l'APEXI et la Chambre de commerce américaine. Qu'on s'asseye sur une table, une feuille blanche et qu'on mette en place notre programme d'action pour développer le commerce et les affaires en vue de créer des emplois en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ce qui est important pour nous. Il faut qu'on agisse. We need to perform. That's very important. Comme le disent les Américains, il faut qu'on performe. Les structures fondatrices de cette organisation sont entre autres pour la Côte d'Ivoire, l'APEXI, le patronat ivoirien, le BENET, le CPC, la Chambre de commerce et d'industrie et des entreprises privées ivoiriennes. Pour les États-Unis d'Amérique, ce sont entre autres Cargill, Chevron, General Electric et plusieurs autres entreprises privées américaines. Autre aspect de l'actualité nationale, les États-Unis d'Amérique octroient plus de 4 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cette enveloppe va soutenir la démocratie et la réconciliation nationale. Le document de cette aide a été paraphé aujourd'hui par l'État ivoirien et le gouvernement américain en présence de notre reporter Jean-Jacques Kwameala. Cette poignée de main entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Marguerite Ouakuse, et qui estime la partie américaine vaut environ 4,4 milliards de francs CFA. Ce montant additionnel de l'Agence américaine pour le développement international USAID, c'est pour soutenir la démocratie, la gouvernance et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Deux programmes sont concernés, l'Assemblée nationale et le secteur de la justice. Je crois que cela demande bien
qu'avec les États-Unis, nous marchons dans le même sens. Vous savez également que nous sommes sur un projet important avec les Américains, c'est le MCC, et nous espérons que cette signature annonce en tout cas l'obtention par la Côte d'Ivoire auprès des États-Unis des montants importants dans le cadre du MCC pour notre développement. Le programme actuel du gouvernement des États-Unis, c'est dans le cadre une période transitionnelle jusqu'à ce que vous arriviez à être éligible pour un programme, grand programme du Millennium Challenge Corporation. Donc c'est dans ce sens que cet accord vous appuie dans les domaines de justice et de l'Assemblée nationale. Le programme d'appui à l'Assemblée nationale a pour but d'en faire une structure indépendante du pouvoir exécutif et le second programme vise à appuyer le secteur de la justice pour son accessibilité et son impartialité. Ces programmes en cours d'exécution en Côte d'Ivoire par le gouvernement américain ont une durée de 5 ans. Un dernier communiqué, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont invités à prendre part au séminaire de sensibilisation et de formation sur le système LMD à partir du 1er octobre 2012. Le programme est à consulter sur le site web www.etudiant.edu.ci/UFHB. Autre actualité, une cinquantaine d'organisations de la société civile et du secteur privé de Côte d'Ivoire ont participé récemment à l'atelier de consultation sur le 11e FED. Cet atelier était initié par l'Union européenne. Les participants ont ensemble réfléchi à la période 2014-2020 et recherché comment l'Union européenne peut contribuer aux réponses aux grands défis de la Côte d'Ivoire. Le point avec Hugues Blé. Représentants de la société civile et du secteur privé ivoirien étaient invités par l'Union européenne à jeter un regard critique sur le document de stratégie conjoint UE-Côte d'Ivoire, document qui détermine la stratégie d'intervention de l'Union européenne sur la période 2014-2020 dans le cadre du 11e FED, Fonds européen de développement. Maître mot, réconciliation, ça signifie une mobilisation de l'État, une mobilisation de ses partenaires, de la société civile, du secteur privé, pour essayer de retisser la cohésion sociale et pour renforcer le tissu économique. À l'occasion de leur consultation sur la programmation du 11e Fonds européen de développement, le FED, société civile et secteur privé ivoirien ont attiré l'attention du gouvernement, surtout de la délégation de l'Union européenne sur les préoccupations essentielles à prendre en compte pour accroître l'efficacité et la pertinence de sa contribution. Véritablement faire en sorte que la notion de financement soit effective pour que les entreprises puissent avoir les moyens de leur politique. Il y a eu, c'est vrai, le 9e, le 10e, le 11e. Malgré tout cela, le continent africain n'avance pas très vite. Mais qu'est-ce qui va être fait après? Au-delà des 218 millions d'euros alloués par le 10e FED, l'Union européenne a porté sa contribution en Côte d'Ivoire à partir de 2011 à 600 millions d'euros, soit 395 milliards de francs CFA. Fait aujourd'hui à Grand Bassam de l'atelier sur la liberté d'information et enjeux du Millennium Challenge Corporation, le MCC. Et on en parle tout de suite avec Patricia Omouetia. L'atelier qui s'est tenu durant 2 jours s'est articulé autour de 3 thèmes sur lesquels 3 commissions ont travaillé. Il s'agit des mécanismes de protection de la liberté d'information en Côte d'Ivoire, des actions du gouvernement en matière de liberté d'information, de la politique et de la stratégie de divulgation de l'information d'intérêt public et appropriation. L'atelier s'est également enrichi d'un échange d'expériences à travers une conférence prononcée par Saïd Benda sur les thèmes l'accès à l'information, le cas de l'Afrique du Sud. L'expérience sud-africaine est intéressante en ce que l'Afrique du Sud est le premier pays africain à adopter une loi qui assure l'accès total à l'information. Autrement dire, dans la loi sud-africaine, toute personne peut solliciter une information à la fois au niveau des structures gouvernementales que des structures privées. Pour le président du comité scientifique et les membres des organisations professionnelles du secteur des médias,
L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC est capitale. Chacun a mis du sien pour faire des propositions afin que le pays réponde aux différents critères du challenge. Ce séminaire nous a permis de réaffirmer la place de l'Agence ivoirienne de presse dans le dispositif d'information en Côte d'Ivoire. Tout comme nous avons un réseau très étendu, donc nous sommes chargés de collecter et de ramener cette information pour l'information maximum du public. Le rapporteur général Dio Moussa indique dans son rapport général plusieurs recommandations, notamment celle de se référer aux résolutions des États généraux de la presse tenues les 30 et 31 août 2012 à Yamoussoukro. Le représentant du ministre de la Communication, dans son discours de clôture, a exprimé au nom du ministre Diakité Koti Souleymane ses remerciements au comité scientifique et à tous les participants. Selon lui, ce grand rendez-vous qui s'achève aura été un grand moment de débat et d'échange entre les professionnels des médias. Les recommandations seront prises en compte par le gouvernement, a-t-il conclu. Ouverture hier à Yamoussoukro d'un atelier de renforcement des capacités du corps préfectoral sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Les travaux de cet atelier se déroulent du 27 au 29 septembre 2012. Objectif, permettre au corps préfectoral de se familiariser avec les questions de lutte contre le travail des enfants. Alors dans le reportage qui va suivre, Victoria Angwa nous précise que c'est une activité du Comité national de surveillance dont la présidence est d'ailleurs assurée par la première dame Dominique Ouattara. Prévention, protection, répression et suivi-évaluation, ciment du plan d'action 2012-2014 du Comité national de surveillance CNS dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Les données du Bureau international du travail, BIT, et de l'UNICEF estiment à plusieurs millions le nombre d'enfants astreints au travail à travers le monde. Cela au péril de leur santé, leur éducation, leur développement physique et mental et leur survie. Le gouvernement ivoirien a décidé d'impliquer les autorités locales pour mettre fin au mal en Côte d'Ivoire. Nous avons ce qu'il faut comme cadre, non seulement pour prévenir, protéger, mais également pour réprimer tous les contrevenants à des principes fondamentaux des droits de l'homme et particulièrement de la Convention relative aux droits de l'enfant, de la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et de la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Nous gagnerons davantage à nous attarder sur les éléments utiles à l'efficacité opérationnelle des préfets en lien avec les leçons apprises et les expériences diversifiées des uns et des autres. 95 préfets invités à se former à Yamoussoukro. Objectif, renforcer leurs capacités dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Ils vont à la fin relayer l'information aux populations. Il faut rappeler que le département d'État américain a retiré la Côte d'Ivoire de la zone rouge dans le cadre de l'exploitation des enfants. Mais des efforts restent à faire, déclare le secrétaire exécutif du CNS, Sylvie Yao Patricia. Le comité national de surveillance, piloté par la première dame, a démarré ses activités le 24 septembre par une campagne d'affichage. Madame Dominique Ouattara bénéficie de la confiance du président de la République en raison de son expérience avérée dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Le CNS attend le soutien et l'expertise des bailleurs de fonds pour tenir le pari, celui d'éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire. En bref, le Mali, un syndicat de la police malienne a réclamé aujourd'hui l'annulation de promotions controversées de policiers considérés comme proches des auteurs du coup d'État militaire du 22 mars dernier. Ces promotions sont à l'origine de violents heurts cette semaine entre policiers à Bamako. En Syrie, des combats d'une ampleur sans précédent entre soldats et rebelles ont secoué Alep aujourd'hui. Et face à la gravité des crimes de guerre et contre l'humanité recensés dans ce conflit, en vue également de futures poursuites, la commission d'enquête des Nations Unies sur la Syrie a accueilli en son sein le magistrat Carla Del Ponte. Les détails dans Le Monde en bref. Les rebelles syriens d'Alep ont annoncé jeudi une bataille décisive. Des combats intenses sur plusieurs fronts ont éclaté vendredi à l'aube dans les quartiers d'Arkoum et de Messaloun. Quartiers bombardés depuis plusieurs jours par l'aviation de l'armée régulière.
Les soldats de l'armée syrienne libre ont tenté vendredi de reprendre le centre d'Alep, toujours contrôlé à cette heure par le régime. Le producteur supposé du film L'innocence des musulmans a été arrêté jeudi à Los Angeles. Nakula Baselai Nakula, 55 ans, déjà condamné à 20 mois de prison pour fraude bancaire en 2010, a été emprisonné pour non-respect des règles de la liberté conditionnelle. Il est également l'objet de plusieurs plaintes de la part notamment des acteurs du film qui l'accusent de les avoir manipulés et d'avoir opéré un doublage grossier. Le président birman Thein Sein a confirmé son tournant démocratique en rendant un vibrant hommage à l'opposante Aung San Suu Kyi. Dans son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président birman l'a félicité pour ses efforts en faveur de la démocratie dans son pays. Aung San Suu Kyi a été libérée en 2010 après 20 années d'assignation à résidence. Les États-Unis ont décidé d'alléger les sanctions économiques visant la Birmanie. Cette Joconde, jeune et souriante, présentée jeudi à Genève, ne serait pas une des nombreuses copies du fameux tableau exposé au Louvre, mais selon son propriétaire, une œuvre originale qui précéderait l'œuvre majeure de Léonard de Vinci. Une thèse contestée par certains historiens de l'art et par les experts, qui ne retrouvent pas dans cette version la main du grand maître italien. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur RTI 1, portez-vous bien et à demain, bonsoir. Thank you.